Tu n'es rien d'autre qu'une vilaine décrocheuse universitaire. N'ose plus jamais te montrer à cette famille. Ce furent les derniers mots de ma mère avant qu'elle ne me claque la porte au nez. Je me tenais là, sur le porche de la maison où j'avais grandi, ma valise à mes pieds, et j'observais par la fenêtre ma sœur cadette, Cassandra, qui riait avec nos parents dans le salon. C'était il y a 5 ans, et j'avais 22 ans. Je m'appelle Athéna, et j'en ai maintenant 27. À l'époque, j'étais la honte de la famille. Celle qui n'était pas à la hauteur. Celle qui était trop banale, trop ordinaire, trop un échec pour mériter leur amour ou leur soutien. Ma sœur Cassandra, en revanche, était tout ce que je n'étais pas. Belle, intelligente, ambitieuse, et surtout, leur enfant chéri. En grandissant à Nashville, dans le Tennessee, j'ai appris très tôt que l'amour dans ma famille était conditionnel. Mes parents, tous deux chefs d'entreprise prospères, avaient des attentes précises pour leur fille. Nous étions censés être belles, accomplies et des représentations parfaites de leur statut. Cassandra correspondait à ce moule sans effort. Moi, non. Je me souviens du moment exact où tout s'est effondré. J'étais en 3e année d'université et j'étudiais la conception graphique. J'adorais ça. Créer de l'art, travailler avec les couleurs et les formes, donner vie à des idées sur l'écran. Mais mes parents détestaient ça. Ils voulaient que j'étudie le commerce ou le droit, quelque chose de prestigieux dont ils pourraient se vanter lors de leur dîner au country club. La conception graphique, c'est pour les gens qui ne peuvent pas faire de vrai travail, avait dit mon père quand je lui avais parlé de ma spécialisation. Tu gaspilles notre argent avec ces bêtises. Ma mère était pire. Elle ne manquait jamais une occasion de me comparer à Cassandra, qui étudiait la médecine à l'époque. Ta sœur va devenir médecin. Que vas-tu devenir, toi? Quelqu'un qui fait de jolis dessins. Les critiques m'ont usé. Chaque appel à la maison devenait un interrogatoire. Chaque visite se transformait en sermon sur mes choix, mon apparence, mon avenir. Ils m'ont clairement fait comprendre que j'étais une déception. Quand j'ai commencé à souffrir de dépression et d'anxiété, ils m'ont dit d'arrêter de faire ma comédienne. Quand mes notes ont chuté, ils ont menacé de me couper les vivres. J'ai essayé de tenir bon, mais la pression est devenue insupportable. Ma santé mentale s'est détériorée. J'ai arrêté d'aller en cours. J'ai arrêté de manger correctement. J'ai arrêté de croire que je valais quoi que ce soit. Et puis, une nuit particulièrement sombre, j'ai pris la décision de quitter l'université. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne voyais aucune autre issue. Quand je l'ai annoncé à mes parents, l'explosion a été immédiate. Ma mère m'a hurlé dessus pendant des heures, me disant que je leur avais fait honte, que je gâchais ma vie, que j'étais trop stupide pour voir l'erreur que je commettais. Mon père m'a juste regardé avec dégoût et a dit que je n'étais plus sa fille. Cassandra se tenait dans l'encadrement de la porte, observant toute la scène avec un sourire narquois. Elle avait toujours aimé me voir échouer. Cela la mettait en valeur par comparaison. Ils m'ont donné une semaine pour faire mes valises et partir. Pas de soutien financier, pas d'endroit où loger, pas de famille sur qui compter. J'étais complètement seul, et j'étais terrifié. J'ai fini par squatter les canapés des appartements d'amis pendant quelques mois, acceptant tous les emplois que je pouvais trouver pour survivre. Serveuse, vendeuse, femme de ménage dans des bureaux la nuit, tout pour me maintenir à flot. J'avais l'impression d'avoir touché le fond et qu'il n'y avait pas de retour possible. Mais quelque chose a changé en moi pendant ces mois sombres. Peut-être était-ce la colère. Peut-être le désespoir. Peut-être simplement de l'obstination pure. Mais j'ai décidé que je n'allais plus les laisser me définir. Je n'allais pas accepter leur version de qui j'étais censé être. J'ai pris chaque dollar que je gagnais et je l'ai économisé. J'ai appris par moi-même des logiciels de conception avancés en utilisant des tutoriels gratuits en ligne. J'ai constitué un portfolio de travaux à chaque moment libre que j'avais. J'ai contacté de petites entreprises et leur ai proposé de concevoir leur logo et leur site web à bas prix juste pour acquérir de l'expérience. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à construire quelque chose. Ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits où je me suis couché le ventre vide parce que je devais choisir entre la nourriture et l'accès à Internet. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, où la voix dans ma tête, qui ressemblait étrangement à celle de ma mère, me disait que j'étais folle de penser que je pouvais réussir sans eux. Mais j'ai continué. Et finalement, les choses ont commencé à changer. Mon travail s'est amélioré. Mes clients sont devenus plus importants. Mes tarifs ont augmenté.
Je suis passé du squattage de canapé à un minuscule studio, d'un studio à un 2 pièces, du travail en freelance à la création de ma propre agence de design. 5 ans ont passé. 5 années à travailler jusqu'à l'épuisement, à prouver à tout le monde qu'ils avaient tort, à devenir quelqu'un dont je pouvais être fier. J'avais coupé tout contact avec ma famille, changé de numéro de téléphone, déménagé à l'autre bout de la ville. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux. Et puis, par une douce soirée de printemps, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux d'une vieille amie de lycée. Elle m'invitait à la fête de remise de diplôme de Cassandra. Ma sœur terminait enfin ses études de médecine, et apparemment, toute la famille organisait une immense célébration dans un lieu chic du centre-ville. L'invitation ressemblait à un piège. Pourquoi voudrait-il que je sois là après tout ce qui s'était passé? Mais alors que j'étais assise là, à fixer le message, j'ai senti quelque chose changer en moi. Il était peut-être temps de les affronter à nouveau. Non pas comme la fille brisée et désespérée qu'ils avaient jetée dehors, mais comme la femme que j'étais devenue. J'ai passé la semaine suivante à décider si j'irais ou non. Une partie de moi voulait ignorer complètement l'invitation, continuer à vivre ma vie sans eux. J'avais construit quelque chose de bien sans leur aide, sans leur approbation. Pourquoi y retourner maintenant? Mais une autre partie de moi, celle qui portait encore les blessures de leur rejet, voulait qu'ils voient ce que j'avais accompli. Je voulais qu'ils sachent que j'avais survécu sans eux, que j'avais même prospéré. La fête était prévue pour le samedi soir dans l'un des lieux événementiels les plus exclusifs de Nashville. Je savais que mes parents ne lésineraient sur aucune dépense pour la célébration de Cassandra. Ils adoraient se montrer, adoraient prouver à tout le monde à quel point ils avaient réussi, à quel point leur famille était parfaite. J'ai décidé d'y aller. Non pas parce que je voulais encore leur approbation, non pas parce que j'espérais une réunion émouvante. J'y suis allé parce que je voulais les regarder dans les yeux d'égal à égal et leur montrer exactement ce qu'ils avaient jeté. Les jours précédant la fête étaient étranges. Je me suis surprise à penser à mon enfance plus que je ne l'avais fait depuis des années. Des souvenirs que j'avais tenté d'enfouir sont revenus à la surface. Je me suis souvenu d'avoir 8 ans, montrant fièrement à mes parents un dessin que j'avais fait à l'école. La maîtresse l'avait loué, l'avait affiché au mur, m'avait dit que j'avais un vrai talent. Ma mère y a à peine jeté un coup d'œil avant de me dire d'aller faire mes devoirs. Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. Je me suis souvenu d'avoir 13 ans, d'entendre ma mère au téléphone avec sa sœur, se plaignant que je ne me développais pas aussi vite que Cassandra, que j'allais être la fille laide, qu'elle espérait que je serais au moins assez intelligente pour compenser mon manque de beauté. Je me suis souvenu d'avoir 16 ans, d'avoir reçu mon premier prix pour un concours de design à l'école, de me précipiter à la maison, excité de partager la nouvelle, pour voir mes parents l'ignorer parce que Cassandra était de nouveau sur le tableau d'honneur. Chaque souvenir renforçait le même message. Je n'étais pas assez bien. Je ne serai jamais assez bien. Pas pour eux. Mais maintenant, assise dans mon appartement que j'avais payé avec mon propre travail, entouré du succès que j'avais bâti à partir de rien, j'ai réalisé quelque chose d'important. Leur opinion n'avait plus d'importance. Je m'étais prouvé à la seule personne qui comptait vraiment, moi-même. Le soir de la fête est arrivé. J'ai passé des heures à me préparer, non pas parce que j'essayais d'impressionner qui que ce soit, mais parce que je voulais me sentir en confiance. J'ai porté une robe noire simple mais élégante pour laquelle j'avais économisé. Je me suis maquillé avec soin. Je me suis coiffé. Quand je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un de fort me regarder en retour, quelqu'un qui avait survécu. Le lieu était encore plus extravagant que je ne l'avais imaginé. Des lustres en cristal pendaient du plafond. Des fleurs blanches décoraient chaque surface. Un quatuor à cordes jouait de la musique classique dans un coin. Des serveurs en uniformes impeccables circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. C'était exactement le genre d'étalage excessif que mes parents adoraient. Je suis arrivé avec un retard élégant, ce qui m'a donné un moment pour observer avant que quiconque ne me remarque. La salle était bondée. J'ai reconnu certaines personnes de mon enfance, des membres de la famille élargie, des amis de la famille, des associés de mes parents. Tout le monde était sur son 31. Tout le monde souriait et bavardait. Tout le monde était là pour célébrer Cassandra. Ma sœur se tenait au centre de la pièce, vêtue d'une magnifique robe blanche, ayant tout l'air de la brillante diplômée en médecine. Elle riait de quelque chose que quelqu'un venait de dire, sa main reposant sur le bras d'un bel homme que je ne reconnaissais pas. Probablement son petit ami. Mes parents l'encadraient de chaque côté, rayonnant de fierté.
J'ai senti une oppression familière dans ma poitrine en les regardant. C'était censé être moi. J'étais censé être celle dont ils étaient fiers. Mais j'avais failli à leurs attentes, et ils m'avaient rejeté comme si je ne signifiais rien. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré plus avant dans la pièce. Plusieurs personnes m'ont jeté un regard, mais personne ne semblait me reconnaître. J'avais beaucoup changé en 5 ans. J'étais plus mince maintenant, plus soigné, je me tenais différemment. La décrocheuse universitaire effrayée et déprimée avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qui avait appris à survivre. Je me suis dirigé vers le bar et j'ai commandé un verre de vin. Pendant que j'attendais, j'ai entendu une voix familière derrière moi. « Athéna, c'est bien toi. » Je me suis retourné pour trouver le professeur Howard, l'un de mes professeurs préférés de l'université. Il enseignait au département des arts, l'une des rares personnes à avoir encouragé mon travail de design avant que je n'abandonne. Il avait l'air plus âgé maintenant, plus de gris dans ses cheveux, mais ses yeux bienveillants étaient les mêmes. « Professeur Howard, dis-je, sincèrement surprise. Qu'est-ce que vous faites ici ? » J'enseigne à la faculté de médecine maintenant, expliqua-t-il. Cassandra était l'une de mes étudiantes. Une fille brillante, très déterminée. Il marqua une pause, étudiant mon visage. J'ai entendu dire que vous aviez quitté l'école. Je me suis toujours demandé ce qui vous était arrivé. Vous aviez un tel talent. Ces mots m'ont touché plus que je ne l'aurais cru. Voici quelqu'un qui avait cru en moi, qui avait vu du potentiel dans mon travail, et j'avais disparu sans explication. J'ai eu quelques problèmes personnels, dis-je prudemment. Mais je vais bien maintenant. Je possède ma propre agence de design. Son visage s'illumina. Vraiment ? C'est merveilleux. J'ai toujours su que vous en étiez capable. Votre travail était toujours exceptionnel, même à l'époque. Nous avons parlé quelques minutes de plus, rattrapant les années qui s'étaient écoulées. Il semblait sincèrement heureux de me voir réussir, ce qui était plus que ce que je pouvais dire de la plupart des gens dans cette pièce. À la fin de notre conversation, le professeur Howard s'est excusé pour aller parler à d'autres invités. Je l'ai regardé partir, me sentant à la fois reconnaissante pour sa gentillesse et douloureusement consciente de mon isolement au milieu de cette foule de gens qui étaient censés être ma famille et mes amis. J'ai traversé la fête comme un fantôme. Les gens me regardaient, leurs yeux passant sur mon visage sans me reconnaître. 5 ans, c'était long. J'avais 22 ans la dernière fois qu'ils m'avaient vu, jeune et brisé. Maintenant, j'en avais 27, soignée et confiante. Ils ne faisaient pas le lien. Je me trouvais près de la table des desserts quand j'ai entendu la voix de ma mère. Elle parlait à un groupe de femmes, toutes vêtues de vêtements de créateurs, toutes arborant le même sourire étudié. « Nous sommes tellement fiers de Cassandra, disait ma mère. La faculté de médecine a été difficile, mais elle n'a jamais abandonné. Elle a toujours été si déterminée, si concentrée, contrairement à certaines personnes. La façon dont elle a prononcé ces derniers mots a clairement indiqué qu'elle parlait de moi. Même si elle n'a pas prononcé mon nom, j'ai senti la colère monter dans ma poitrine, chaude et vive. Oui, nous sommes très chanceux, intervint mon père, se joignant à la conversation. Nos 2 filles ont si bien réussi. Cassandra va devenir médecin, et notre aînée réussit très bien dans les affaires. Je me suis figé. De quoi parlait-il ? Il m'avait renié. Il m'avait dit que je n'étais rien, et maintenant ils mentaient à leurs amis, prétendant que tout allait bien, prétendant qu'ils étaient fiers de moi. L'une des femmes du groupe a demandé, « Oh, je ne savais pas que vous aviez une autre fille. Où est-elle ? J'adorerais la rencontrer. » Le sourire de ma mère devint crispé. Elle n'a pas pu venir ce soir. Des engagements professionnels. Vous savez ce que c'est. Le mensonge était si désinvolte, si bien rodé que je me suis demandé depuis combien de temps il le racontait. Combien de fois avait-il prétendu que je faisais encore partie de la famille, encore partie de leur image parfaite, alors qu'en réalité il m'avait jeté comme une ordure ? J'ai eu envie de marcher jusqu'à eux et de les démasquer sur le champ. J'ai eu envie d'annoncer à tout le monde que j'étais la fille sur laquelle ils mentaient, qu'ils m'avaient coupé les ponts et abandonné, que leur famille parfaite n'était qu'une façade. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être l'instinct de conservation. Peut-être la stratégie. Ou peut-être que je voulais simplement voir jusqu'où irait leur mensonge avant de révéler la vérité. J'ai décidé d'observer davantage, de recueillir des informations, de comprendre exactement quelle histoire ils avaient vendue à leur cercle social.
Je me suis déplacé dans différentes parties de la pièce, écoutant les conversations, rassemblant des bribes du récit que mes parents avaient construit. Il est devenu clair qu'ils avaient dit aux gens que je travaillais à l'étranger, que j'étais trop occupé par ma carrière florissante pour assister aux événements familiaux, que j'envoyais mes salutations mais ne pouvais être là en personne. Ils avaient créé une fiction élaborée où j'étais toujours leur fille accomplie, juste commodément absente. Cette prise de conscience m'a rendu malade. Ils voulaient le mérite d'avoir élevé 2 filles qui avaient réussi sans avoir à s'occuper de moi. Ils voulaient maintenir leur image sans reconnaître qu'ils avaient détruit leur relation avec l'un de leurs enfants. Alors que je digérais cela, Cassandra est passée devant moi. Elle se dirigeait vers un groupe de jeunes près de l'entrée, probablement ses amis de la faculté de médecine. Elle m'a jeté un bref regard, ses yeux glissant sur mon visage sans le moindre signe de reconnaissance, et a continué son chemin. Ma propre sœur ne me reconnaissait pas, la personne avec qui j'avais grandi, partagé une maison, avec qui je m'étais disputé, avec qui j'avais ri. J'étais invisible pour elle maintenant. Je l'ai suivie à distance, curieuse d'entendre ce qu'elle disait à ses amis. Ils la félicitaient tous, parlaient de leur future carrière, partageaient des histoires de la faculté de médecine. Cassandra était animée et heureuse, savourant l'attention. « Ta famille doit être si fière » a dit l'un de ses amis. Cassandra a ri. Ils le sont. Mes parents m'ont toujours soutenu. Ils m'ont poussé à donner le meilleur de moi-même. Un autre ami a demandé, « As-tu des frères et sœurs ?» J'ai une sœur aînée, a dit Cassandra, sa voix prudente, mais nous ne sommes pas proches. Elle a fait de mauvais choix il y a quelques années, et nous ne nous parlons plus vraiment. De mauvais choix. C'est ainsi qu'elle décrivait ma dépression, ma lutte pour survivre. De mauvais choix. C'est triste, a dit son ami avec sympathie. Cassandra a haussé les épaules. Certaines personnes ne supportent tout simplement pas la pression. Mes parents ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour elle, mais elle a tout gâché. Elle a abandonné l'université et a pratiquement disparu. Nous n'avons aucune idée de ce qu'elle fait maintenant. La cruauté désinvolte de ses paroles m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. Elle parlait de moi comme si j'étais une étrangère, comme si mes luttes ne signifiaient rien, comme si les années de violence psychologique de nos parents avaient été de ma faute. J'ai eu envie de la confronter sur le champ. J'ai eu envie de lui dire exactement ce que j'avais fait ces 5 dernières années. J'ai eu envie de lui jeter mon succès au visage et de la voir réaliser qu'elle s'était trompée à mon sujet. Mais je me suis retenu. La soirée était encore jeune. Il y aurait du temps pour les révélations plus tard. Je me suis éloigné du groupe de Cassandra et me suis retrouvé dans un coin plus calme de la pièce. Le professeur Howard est réapparu, cette fois avec un homme d'âge moyen en costume coûteux. Athéna, dit chaleureusement le professeur Howard, je veux vous présenter quelqu'un. Voici le docteur Gregory, le doyen de la faculté de médecine. Je lui parlais justement de votre agence de design. Le docteur Gregory m'a tendu la main, et je l'ai serrée. Ravi de vous rencontrer. Le professeur Howard parle en très bons termes de votre travail. Merci, dis-je, surprise par le plaidoyer du professeur. En fait, poursuivit le docteur Gregory, nous cherchons quelqu'un pour refondre le site web et les supports de marque de notre faculté de médecine. Le design actuel est assez dépassé. Seriez-vous intéressé pour discuter d'un contrat potentiel? Mon cœur a fait un bond. C'était une opportunité majeure. Le genre de client qui pourrait faire passer mon agence au niveau supérieur, et cela se passait ici, à la fête de remise de diplôme de ma sœur, pendant que ma famille prétendait que je n'existais pas. Je serais très intéressé, dis-je, gardant ma voix professionnelle malgré les battements de mon pouls. Nous avons échangé nos coordonnées, et le docteur Gregory a promis de me contacter la semaine suivante pour fixer une réunion formelle. Alors qu'il s'éloignait, le professeur Howard m'a souri. Les opportunités se présentent quand on s'y attend le moins, dit-il doucement. J'ai hoché la tête, mais mon esprit tourbillonnait. La soirée avait pris une tournure inattendue, et j'avais le sentiment que les choses allaient devenir très intéressantes. Après le départ du docteur Gregory, je me suis excusé auprès du professeur Howard et je suis sorti sur la terrasse. J'avais besoin d'air. J'avais besoin d'espace pour digérer ce qui se passait. La brise fraîche de la nuit faisait du bien sur ma peau échauffée. La terrasse surplombait le centre-ville de Nashville, les lumières de la ville scintillant au loin. Je me suis appuyé contre la balustrade et j'ai fermé les yeux, essayant de calmer la tempête d'émotions en moi. Colère, satisfaction, confusion, justification.
Tout se mélangeait jusqu'à ce que je ne puisse plus dire quelle était la plus forte. J'ai entendu des pas derrière moi et je me suis retourné pour trouver une femme que je ne reconnaissais pas. Elle était plus âgée, peut-être dans la cinquantaine, avec des cheveux gris parfaitement coiffés et une élégante robe bleue. Elle m'a souri chaleureusement. « Besoin d'une pause loin de la foule ?» demanda-t-elle, venant se tenir à côté de moi à la balustrade. « Quelque chose comme ça » ai-je répondu. « Je suis Hélène » se présenta-t-elle. « Je suis une collègue du père de Cassandra. Nous travaillons ensemble depuis des années. » La collègue de mon père. J'ai gardé une expression neutre. « Enchanté. »« Vous me semblez familière » dit Hélène en étudiant mon visage. « Nous nous sommes déjà rencontrés ?» « Je ne pense pas » dis-je prudemment. Elle pencha la tête, m'examinant toujours. « Non, je suis certaine de vous avoir vu quelque part. Peut-être en photo. » Puis ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Oh mon Dieu! Êtes-vous Athéna ?» Mon estomac s'est noué. Alors, quelqu'un me reconnaissait après tout. « Oui » dis-je doucement. Le visage d'Hélène se transforma avec une chaleur sincère. « J'ai tellement entendu parler de vous. Vos parents ont mentionné que vous réussissiez très bien dans les affaires. Ils ont dit que vous travailliez à l'étranger, mais je suis si contente que vous ayez pu venir ce soir. Cassandra doit être ravie d'avoir sa sœur ici. » Les mensonges de mes parents étaient encore plus élaborés que je ne le pensais. Je n'ai pas corrigé Hélène. Au lieu de cela, j'ai simplement souri et les laissé continuer. « Votre père m'a montré des photos de votre travail le mois dernier, poursuivit Hélène. De magnifiques créations. Il était si fier. Il conserve un portfolio de vos projets dans son bureau. C'en était trop. Mon père gardait un portfolio de mon travail. Le même homme qui avait qualifié mon choix de carrière de sans valeur. Qui m'avait renié pour l'avoir poursuivi. C'est surprenant, dis-je, incapable de masquer le tranchant dans ma voix. Hélène ne sembla pas remarquer mon ton. Oh, il parle de vous tout le temps. Ces deux filles sont si accomplies. Vous devez avoir des parents merveilleux pour avoir élevé des enfants si brillants. J'ai eu la nausée. Ils s'attribuaient le mérite de mon succès, le succès que j'avais obtenu entièrement sans eux. Le succès que j'avais bâti à partir de rien après qu'ils m'aient abandonné. Ils utilisaient mes réalisations pour rehausser leur propre réputation tout en prétendant simultanément que j'étais trop occupé pour assister aux événements familiaux. « Excusez-moi » dis-je brusquement. « Je dois trouver les toilettes. » J'ai laissé Hélène sur la terrasse et je suis retourné à l'intérieur, les mains tremblantes de rage. Je devais les confronter. Je devais exposer leurs mensonges maintenant, devant tous leurs amis et collègues. Je voulais que tout le monde sache la vérité. Mais en regardant autour de moi, j'ai vu mes parents entourés d'admirateurs. J'ai vu Cassandra briller sous les projecteurs. J'ai vu l'image parfaite qu'ils avaient créée. Et j'ai réalisé que les confronter publiquement me ferait passer pour une personne amère et mesquine. Ils le retourneraient contre moi, disant que j'étais jalouse, instable, l'enfant à problème qu'ils avaient toujours prétendu que j'étais. Je devais être plus intelligente que ça. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin d'un moyen de les démasquer qui ne puisse être ni rejeté ni expliqué. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer des mémos vocaux, documentant tout ce dont j'étais témoin. Les mensonges que les gens me racontaient sur la fierté de mes parents. La façon dont ma famille prétendait que je faisais encore partie de leur vie. La fiction élaborée qu'ils avaient construite. Pendant que je faisais cela, j'ai vu Cassandra se détacher de son groupe et se diriger vers le couloir menant aux salles privées. Je l'ai suivie, en gardant mes distances. Elle est entrée dans l'une des petites salles de conférence à côté du hall principal. J'ai attendu un instant, puis j'ai légèrement poussé la porte. Cassandra était au téléphone, le dos tourné vers moi. « Je sais, maman » disait-elle au téléphone. « Je m'en occupe. » Personne n'a posé de questions précises sur elle. Tout le monde croit à l'histoire de son travail à l'étranger. Elle marqua une pause, écoutant. « Et si elle se présente ? » « Maman, elle n'est pas au courant de la fête. Nous ne l'avons pas invitée. Même si elle l'apprenait d'une manière ou d'une autre, elle n'aurait pas le cran de revenir après 5 ans. » Mon cœur battait la chamade. Ils discutaient activement de la manière de me tenir à l'écart. Ce n'était pas seulement un mensonge occasionnel. Ils avaient délibérément prévu de m'exclure et de mentir sur mon absence. Le fond en fiducie, continua Cassandra. Oui,
j'ai parlé à l'avocat la semaine dernière. Comme elle n'a pas donné de nouvelles depuis si longtemps et qu'il y a des documents prouvant qu'elle a abandonné ses études et coupé les ponts, nous devrions pouvoir prétendre que sa part a été abandonnée. Cela prendra du temps, mais il est confiant que nous pourrons y arriver. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ma grand-mère avait créé des fonds en fiducie pour nous deux avant de mourir. Je n'y avais jamais pensé parce que j'étais tellement concentré sur ma survie. Mais apparemment, ma famille y avait beaucoup pensé. Ils ne se contentaient pas de s'attribuer le mérite de mon succès. Ils essayaient activement de voler de l'argent qui m'appartenait de droit. Cassandra a ri de quelque chose que ma mère a dit à l'autre bout du fil. Ne t'inquiète pas, elle a fait son choix quand elle a abandonné. Elle a choisi de gâcher sa vie. Cet argent sera mieux utilisé par quelqu'un qui a réellement fait quelque chose de ses études, quelqu'un qui vous a rendu fier. Les mots résonnaient dans ma tête. Elle a choisi de gâcher sa vie. Comme si ma dépression avait été un choix, comme si leurs années de violence psychologique n'y étaient pour rien. Comme si j'avais voulu lutter et souffrir et me battre pour chaque bribe de stabilité. Je me suis reculé de la porte avant que Cassandra ne puisse me voir. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir mon téléphone. Mais j'avais enregistré toute la conversation. J'avais des preuves maintenant. Des preuves de leurs mensonges, de leurs manipulations, de leurs plans pour me voler. Je suis retourné dans le hall principal, hébété. Tout ce que je pensais savoir de cette soirée avait changé. Il ne s'agissait pas seulement du fait qu'ils étaient embarrassés par mon statut de décrocheuse. Il s'agissait d'argent. Il s'agissait pour eux de réécrire l'histoire pour pouvoir réclamer mon héritage et maintenir leur image parfaite en même temps. Je devais parler à quelqu'un. J'avais besoin de conseils. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un texto à mon partenaire commercial, Jordan. Il était la seule personne qui connaissait toute l'histoire de mon passé. Le message était simple, besoin d'aide juridique. Famille essaie de voler héritage. J'ai un enregistrement de l'aveu. Qu'est-ce que je fais? Sa réponse est arrivée rapidement, ne les confronte pas encore. Quitte la fête. Retrouve-moi au bureau demain matin. Apporte tout ce que tu as. Nous allons gérer ça correctement. Il avait raison. Je devais être stratégique. Mais partir maintenant semblait impossible. J'étais venu ici pour les affronter, et je n'allais pas m'enfuir à nouveau. Je me suis ressaisi et je suis retourné au cœur de la fête. La soirée atteignait son apogée. Mon père se préparait à prononcer un discours, et tout le monde se rassemblait autour d'une petite scène qui avait été installée près du fond de la pièce. Je me suis positionné au bord de la foule, là où je pouvais tout voir tout en restant relativement discrète. Mon père est monté sur scène, un microphone à la main, arborant son plus charmant sourire. Bonsoir à tous, commença-t-il. Merci à tous d'être venus célébrer cette occasion mémorable. Aujourd'hui, nous honorons ma fille Cassandra, qui a travaillé sans relâche pour réaliser son rêve de devenir médecin. La foule applaudit. Cassandra se tenait à côté de ma mère, l'air radieusement heureuse. En tant que père, continua mon père, il n'y a rien de plus gratifiant que de voir ses enfants réussir. Ma femme et moi avons eu la chance d'avoir deux filles remarquables. Toutes deux intelligentes, toutes deux ambitieuses, toutes deux déterminées à laisser leur marque dans le monde. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Il recommençait. Prétendant qu'il était fier de moi, prétendant que nous étions une grande famille heureuse. Cassandra a toujours été concentrée et dévouée, poursuivit-il. Même enfant, elle savait qu'elle voulait aider les gens. Elle n'a jamais dévié de cet objectif. Et ce soir, alors qu'elle célèbre sa remise de diplôme de l'une des meilleures facultés de médecine du pays, nous ne pourrions être plus fiers. D'autres applaudissements. J'ai remarqué le professeur Howard dans la foule, regardant le discours avec une expression agréable. Le docteur Gregory se tenait à proximité, hochant la tête. Notre autre fille, Athéna, n'a pas pu être ici ce soir en raison d'engagement professionnel à l'étranger, dit mon père avec aisance. Mais elle envoie son amour et ses félicitations à sa sœur. Athéna a bâti une entreprise de design prospère et voyage beaucoup pour son travail. Nous sommes fiers de nos deux filles et des femmes qu'elles sont devenues. La facilité avec laquelle il mentait était stupéfiante. Il livrait ses mensonges avec une telle conviction que j'ai presque failli y croire moi-même un instant. Presque. La famille, c'est tout, conclut mon père. Et ce soir, nous célébrons non seulement la réussite de Cassandra, mais aussi la force des liens familiaux qui nous soutiennent à travers les défis de la vie.
À Cassandra. À Cassandra, fit écho la foule, levant leur verre. Je n'ai pas levé le mien. Je suis resté là, à regarder mon père descendre de la scène et étreindre ma sœur, à regarder ma mère essuyer des larmes de joie, à regarder tout le monde célébrer ce moment familial parfait construit sur un tissu de mensonges. Le professeur Howard s'est déplacé dans la foule et s'est retrouvé près de moi à nouveau. Beau discours, commenta-t-il. Bien que je sois surpris que votre sœur n'ait pas pu venir. Je ne savais pas que vous aviez une sœur avant ce soir. Je l'ai regardé attentivement. Il semblait sincèrement confus, pas en train d'essayer de me piéger. C'est intéressant, dis-je lentement. Parce que je suis son autre fille. Les yeux du professeur Howard s'écarquillèrent. Il regarda de moi à mon père, puis de nouveau à moi. Je ne comprends pas. Il vient de dire que vous étiez à l'étranger. Il a menti, dis-je simplement. Je suis juste ici. Je suis là depuis le début de la soirée. Et personne dans ma famille ne m'a reconnu parce qu'ils ne m'ont pas vu depuis 5 ans. Pas depuis qu'ils m'ont renié pour avoir abandonné l'université. Le professeur me dévisagea, traitant cette information. Je pouvais voir son esprit travailler, reliant des pièces qui ne s'emboîtaient pas tout à fait. Mais il vient de dire qu'il était fier de vous. Il a dit que vous aviez une entreprise florissante. J'ai bien une entreprise florissante, ai-je confirmé. Mais ils ne le savent pas. Ils n'ont aucune idée de ce que j'ai fait depuis qu'ils m'ont mise à la porte. Ils ont inventé des histoires sur moi pour sauver la face devant leurs amis. Le professeur Howard parut sincèrement choqué. C'est inadmissible. Pourquoi ferait-il ça? Parce qu'ils se soucient plus de leur réputation que de moi, dis-je. Les mots sortirent, amers mais vrais. Avant que le professeur Howard ne puisse répondre, le docteur Gregory nous rejoignit. Tout va bien ici, demanda-t-il, sentant la tension. Le professeur Howard me regarda, me laissant le choix de partager ce que je venais de lui dire. J'ai pris une décision en une fraction de seconde. Docteur Gregory, dis-je, je dois être honnête avec vous sur quelque chose avant que nous allions plus loin dans nos discussions d'affaires. Il parut intrigué. Allez-y. Mon nom complet est Athéna. Mon nom de famille est le même que celui de Cassandra parce qu'elle est ma sœur. Je suis la fille que mon père vient de mentionner dans son discours. Celle qu'il a dit être à l'étranger. L'expression du docteur Gregory passa d'un intérêt amical à la confusion. Je ne suis pas. Vous êtes ici. Vous n'êtes pas à l'étranger. Exactement, dis-je. Mon père a menti. Il a menti à tout le monde ici à mon sujet. La vérité est que mes parents m'ont renié il y a 5 ans quand j'ai abandonné l'université à cause de problèmes de santé mentale. Ils m'ont complètement coupé les ponts, m'ont dit de ne plus jamais les contacter, et ont fait comme si je n'existais pas jusqu'à récemment, apparemment, quand ils ont décidé de commencer à dire aux gens que je réussis et que je suis occupé par mon travail à l'étranger. Ils utilisent mon vrai succès, dont ils ne savent rien, pour se faire passer pour de bons parents. Le docteur Gregory regarda de moi à la scène où mon père se prélassait encore dans les félicitations, puis de nouveau à moi. C'est une accusation grave. Ce n'est pas une accusation. C'est la vérité, dis-je. J'ai sorti mon téléphone. J'ai un enregistrement de ma sœur au téléphone avec ma mère plus tôt ce soir. Dedans, elles discutent de leur soulagement que je n'ai pas appris l'existence de la fête et que je ne me sois pas présenté. Elles ont aussi discuté de plans pour voler mon héritage, prétendant que j'y avais renoncé en abandonnant mes études et en perdant contact. Le visage du professeur Howard était devenu pâle. Athéna, c'est terrible. Je n'avais aucune idée que vous aviez traversé une telle épreuve. La plupart des gens l'ignorent, dis-je, parce que je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie plutôt que de laver mon linge sale en public. Mais je suis venu ici ce soir parce que je voulais les revoir. Je voulais les affronter en tant que personne qui avait réussi malgré eux, pas grâce à eux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de découvrir qu'ils mentent à mon sujet depuis des années et qu'ils complotent pour voler de l'argent qui m'appartient. Le docteur Gregory resta silencieux un long moment, étudiant mon visage. Pouvez-vous prouver que vous êtes bien qui vous dites être? J'ai sorti mon permis de conduire et je le lui ai montré. Mon nom, ma date de naissance, mon adresse à Nashville. Tout confirmait mon identité. Je vous crois, dit-il finalement. Et je suis consterné par ce que vous avez partagé. Cependant, je dois réfléchir attentivement à la manière de procéder avec nos discussions d'affaires. Cela me met dans une position délicate car votre père est un collègue respecté et je connais votre famille depuis des années.
Mon cœur se serra. Bien sûr, la réputation de ma famille l'emporterait sur ma vérité. C'était toujours le cas. Mais le professeur Howard intervint. Avec tout mon respect, Dr Gregory, la situation familiale d'Athéna n'a rien à voir avec ses capacités professionnelles. Je l'ai eue comme étudiante à l'université avant qu'elle ne parte. Son travail était exceptionnel à l'époque, et d'après ce qu'elle m'a dit, elle ne s'est qu'améliorée depuis. La punir professionnellement parce que sa famille est dysfonctionnelle serait profondément injuste. Le docteur Gregory réfléchit un instant, puis hocha lentement la tête. Vous avez raison. Bien sûr, les affaires personnelles ne devraient pas affecter les opportunités professionnelles. Athéna, je vous contacterai la semaine prochaine comme prévu. Ce que votre famille a fait est entre vous et eux. Votre travail parle de lui-même. Un soulagement m'envahit, mais il fut de courte durée. J'ai vu ma mère se diriger dans notre direction, son visage arrangé en un sourire accueillant. Elle amenait quelqu'un avec elle, probablement pour le présenter au doyen. Doyen Gregory, s'écria ma mère en s'approchant. Je voulais vous présenter certains de nos amis les plus proches. Elle s'arrêta net en nous rejoignant, ses yeux se posant enfin sur moi. Pendant une seconde, j'ai vu une lueur de reconnaissance, puis de confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. Athéna, murmura-t-elle, le sang quittant son visage. Bonjour, mère, dis-je calmement. Jolie fête, bien que je remarque que je n'ai pas été invité. La bouche de ma mère s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Elle regarda le docteur Gregory et le professeur Howard, essayant clairement de comprendre comment sauver la situation. Qu'est-ce que tu fais ici, réussit-elle finalement à demander, la voix tendue. J'ai été invité par un ami, dis-je. Bien que je sois ici depuis plus d'1 heure maintenant, et c'est la première fois que quelqu'un de ma famille me reconnaît. Intéressant, n'est-ce pas? Les yeux de ma mère s'agitaient nerveusement. Les gens à proximité commençaient à remarquer la tension. Nous devrions discuter de ça en privé, dit-elle en tendant la main vers mon bras. Je reculai, évitant son contact. Pourquoi? Vous avez discuté de moi publiquement toute la soirée, disant à tout le monde à quel point vous êtes fier de moi, à quel point je réussis, comment je suis à l'étranger pour mon entreprise florissante. Autant rester en public, vous ne pensez pas? Tu ne comprends pas, siffla ma mère, sa façade agréable se fissurant. Nous essayons de protéger la famille. Protéger la famille, répétai-je, assez fort pour que plusieurs personnes se retournent pour regarder. C'est comme ça que vous appelez le fait de renier votre fille? De l'abandonner alors qu'elle luttait avec sa santé mentale, de la mettre à la porte sans nulle part où aller? Tu as fait ton choix quand tu as abandonné, dit ma mère sur la défensive. Tu as jeté tout ce que nous t'avions donné. Ce que vous m'aviez donné? J'ai senti ma colère monter. Vous m'avez donné la critique, la comparaison et l'amour conditionnel. Et quand je n'ai plus pu supporter la pression, vous m'avez jeté comme si je n'étais rien. Mon père est apparu alors, attiré par l'agitation. Quand il m'a vu là, son visage a traversé la même progression d'émotions que celui de ma mère, reconnaissance, confusion, panique. Athéna, dit-il, sa voix soigneusement contrôlée. Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour cette discussion. Vraiment? Parce que vous semblez avoir beaucoup à dire sur moi dans votre discours, ai-je rétorqué. Tous ces mensonges sur votre fierté, sur mon entreprise prospère à l'étranger, sur les liens familiaux et le soutien. Devrions-nous dire la vérité à tout le monde, papa? Devrions-nous leur dire que vous ne m'avez pas parlé depuis 5 ans? Que vous m'avez dit que je n'étais plus votre fille? Les gens regardaient définitivement maintenant. Les conversations autour de nous s'étaient tues alors que les invités se tournaient pour voir ce qui se passait. J'ai vu Cassandra se frayer un chemin à travers la foule, le visage pâle d'alarme. Athéna, s'il te plaît, dit mon père, essayant de garder son sang-froid. Tu fais une scène. Je fais une scène? J'ai ri amèrement. Vous avez inventé toute une vie fictive pour moi. Vous avez utilisé mon vrai succès, dont vous ne savez rien, pour vous faire passer pour des parents aimants, et maintenant vous êtes contrarié que je vous dénonce. Cassandra nous a rejoints, les yeux écarquillés. Qu'est-ce qui se passe? Ta sœur a décidé de se présenter sans y être invitée et de créer un drame à ta fête de remise de diplôme, dit ma mère sèchement. C'est bien elle d'essayer de gâcher ta journée spéciale. Sans y être invitée? Je me suis tourné vers Cassandra. C'est drôle, ça. J'ai entendu ta conversation téléphonique tout à l'heure.
Celle où tu disais à maman à quel point tu étais soulagé que je ne sois pas au courant de la fête et que je ne me présenterais pas. Celle où vous discutiez de voler mon héritage. Le visage de Cassandra devint blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai sorti mon téléphone. Je l'ai enregistré. Tu veux que je le passe pour tout le monde ici? Qu'ils t'entendent, toi et maman, comploter pour prétendre que j'ai renoncé à mon fonds en fiducie. Qu'ils t'entendent rire de la façon dont j'ai gâché ma vie. Tu es folle, cracha Cassandra. Tu as toujours été instable et dramatique. J'étais en difficulté, la corrigeai-je froidement. J'étais déprimée, anxieuse et j'avais désespérément besoin d'aide. Et au lieu de me soutenir, vous vous êtes moqué de moi. Vous tous. Vous m'avez fait me sentir sans valeur jusqu'à ce que je le croie moi-même. Le professeur Howard s'éclaircit la gorge. Je pense que tout le monde ici a besoin d'entendre quelque chose. J'ai été le professeur d'Athéna à l'université. C'était l'une des étudiantes les plus talentueuses que j'ai jamais eues. Quand elle a quitté l'école, j'ai été dévasté parce que je savais qu'elle avait un potentiel incroyable, mais je savais aussi qu'elle luttait contre quelque chose de plus profond que le simple stress académique. Il regarda directement mes parents. Une bonne famille l'aurait aidé à traverser cette épreuve. Au lieu de cela, d'après ce que j'entends ce soir, vous l'avez abandonnée quand elle avait le plus besoin de vous. Et maintenant, vous essayez de vous attribuer le mérite de son succès et de voler son héritage. Ce n'est pas une famille. C'est de l'exploitation. Le visage de mon père était devenu rouge de colère et d'embarras. Vous n'avez aucun droit de juger nos décisions familiales. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Alors éclairez-nous, dit calmement le docteur Gregory. Tout le monde se tourna pour le regarder. J'aimerais beaucoup entendre votre version des faits car pour l'instant, ce que j'entends dresse un tableau très troublant. La foule autour de nous s'était agrandie. Les gens chuchotaient, les téléphones étaient sortis. Certains enregistraient même. L'image parfaite de mes parents s'effondrait en temps réel, et ils ne pouvaient rien faire pour l'arrêter. Ma mère a tenté une dernière fois de sauver la situation. Athéna a toujours eu des problèmes. Nous avons tout essayé pour l'aider, mais elle a refusé notre soutien. Quand elle a abandonné, nous avons été dévastés. Nous lui avons donné de l'espace, espérant qu'elle reviendrait vers nous, mais elle a disparu. Nous la cherchons depuis des années. C'est un mensonge, dis-je fermement. Vous m'avez dit de ne plus jamais vous contacter. Vous avez changé vos numéros de téléphone. Vous avez clairement indiqué que j'étais morte pour vous. Je n'ai pas disparu. Vous m'avez effacé. Et la seule raison pour laquelle vous êtes contrarié maintenant, c'est parce que je me suis présenté et que j'ai ruiné la jolie histoire que vous racontiez à tout le monde. Jordan, mon partenaire commercial, est soudainement apparu à mon coude. Je ne l'avais même pas vu arriver, mais voir son visage familier m'a apporté un sentiment de soulagement. Il a dû voir ma localisation quand je lui ai envoyé un texto plus tôt et a décidé de venir. Tout va bien ici, demanda Jordan, mais son ton indiquait clairement qu'il savait que ce n'était pas le cas. Jordan, dis-je avec reconnaissance. Voici mes parents. Parents, voici Jordan, mon partenaire commercial. Nous dirigeons ensemble l'agence de design Athéna. Peut-être aimeriez-vous voir le portfolio que papa est censé garder dans son bureau? Sauf que vous ne pouvez pas, parce qu'il n'en a pas, car il n'a aucune idée de ce que j'ai fait ces 5 dernières années. Jordan a sorti sa tablette et a ouvert le site web de notre agence. Agence de design Athéna, dit-il en tournant l'écran pour que tout le monde à proximité puisse voir. Fondée il y a 3 ans, emploie actuellement 15 personnes. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était d'un peu plus de 2 millions de dollars. Nous avons des clients dans tout le pays, y compris plusieurs entreprises du Fortune 500. Il a fait défiler le portfolio, montrant projet après projet, des designs de sites web élégants, des identités de marque, des campagnes marketing. Tout mon travail, tout créé sans un seul centime ni une once de soutien de ma famille. Voilà ce qu'Athéna a construit après que vous l'ayez mise à la porte, continua Jordan, sa voix calme et tranchante. Elle est partie de rien. Elle a dormi sur des canapés. Elle a eu 3 emplois tout en apprenant seule des compétences avancées en design. Elle a économisé chaque centime jusqu'à ce qu'elle puisse se permettre son propre appartement. Puis elle a travaillé en freelance jusqu'à avoir assez de clients pour créer une agence. Elle a fait tout cela seule, et elle a incroyablement réussi. Ma mère fixait l'écran, son visage illisible. La mâchoire de mon père était si serrée que je pensais qu'elle pourrait se briser.
Cassandra avait l'air d'avoir été giflée. 2 millions de dollars, dit enfin mon père, et j'ai entendu la cupidité dans sa voix malgré son choc. C'est le chiffre d'affaires, pas le profit, clarifia Jordan. Mais oui, l'entreprise est très prospère. Athéna est l'une des designers les plus recherchés de Nashville. Ce qui rend particulièrement exaspérant que vous vous attribuiez le mérite de son succès tout en essayant de voler son héritage. Nous ne volions pas, protesta faiblement ma mère. Nous réclamions simplement ce qui nous revenait de droit après qu'elle ait abandonné la famille. J'ai un enregistrement qui dit le contraire, lui ai-je rappelé. Cassandra a été très claire au téléphone sur le plan visant à prétendre que j'avais renoncé à mon fonds en fiducie. Je suis sûr qu'un juge serait très intéressé de l'entendre. Le professeur Howard intervint à nouveau. Je pense que ce qui est le plus dérangeant ici, c'est le schéma de comportement. Vous n'avez pas seulement mis Athéna à la porte quand elle était vulnérable. Vous avez passé 5 ans à mentir à son sujet, à utiliser son succès pour renforcer votre propre réputation, et maintenant vous tentez de la voler. Ce n'est pas un malentendu ou un désaccord familial. C'est de la violence systématique et de la fraude. Plusieurs personnes dans la foule hochèrent la tête. J'ai vu certains des amis de mes parents les regarder avec des expressions allant de la confusion au dégoût. L'image soigneusement construite s'effondrait. Le docteur Grégory s'adressa directement à mes parents. Je connais votre famille depuis plusieurs années. Je vous ai toujours respecté en tant que collègue et ami. Mais ce que j'entends ce soir est profondément troublant. Si ne serait-ce que la moitié de ce que votre fille dit est vrai, vous vous êtes comporté de manière abominable. Tout est vrai, dis-je fermement. Chaque mot. Et je peux le prouver. J'ai des documents prouvant qu'ils m'ont coupé les ponts. J'ai l'enregistrement de Cassandra discutant du fonds en fiducie. J'ai des témoins qui peuvent attester de mon état mental quand ils m'ont abandonné. J'ai 5 ans de construction d'une vie complètement séparée d'eux, sans soutien ni contact. Mon père a tenté une dernière fois de reprendre le contrôle. Athéna, tu es vindicative. Oui, nous avons fait des erreurs. Oui, des choses ont été dites sous le coup de la colère. Mais nous sommes toujours ta famille. Nous pouvons régler ça en privé. Maintenant vous voulez que ce soit privé, demandai-je, incrédule. Après avoir publiquement menti à mon sujet toute la soirée, après avoir fait ce discours touchant sur les liens familiaux et la fierté que vous portez à vos 2 filles. Vous ne pouvez pas choisir quand être public et quand être privé en fonction de ce qui vous arrange. Jordan se pencha près de moi et murmura, l'avocat est là. Je l'ai appelé après ton texto. Il attend dehors. J'ai hoché la tête et je me suis retourné vers mes parents. Voici ce qui va se passer. Demain matin, vous allez rencontrer mon avocat. Vous allez fournir la documentation complète du fonds en fiducie que ma grand-mère m'a laissé. Vous allez signer des papiers stipulant que vous n'avez aucun droit sur cet argent et que vous n'essayerez pas d'interférer avec mon accès à celui-ci. Et vous allez le faire rapidement et discrètement. Et si nous refusons, me défia mon père. Alors je vais voir chaque personne ici ce soir et je leur raconte toute l'histoire, dis-je. Je leur fais écouter l'enregistrement de Cassandra. Je leur fournis la documentation de tout ce que vous avez fait. Je m'assure que tout le monde dans votre cercle social, tous ceux avec qui vous faites des affaires, tous ceux qui vous croient des citoyens respectables, sachent exactement quel genre de personne vous êtes vraiment. Je détruirai la réputation qui vous est si chère. Le visage de ma mère était passé de pâle à rouge. Tu n'oserais pas. Mets-moi au défi, dis-je froidement. Je n'ai rien à perdre. Vous m'avez déjà tout pris une fois. J'ai reconstruit sans vous. Je n'ai pas besoin de votre argent ni de votre approbation. Mais je serai damné si je vous laisse me voler et prétendre être des parents fiers en le faisant. Cassandra a finalement trouvé sa voie. C'est de la folie. Tu débarques ici après 5 ans et tu nous menaces. Je ne vous ai pas menacé, ai-je corrigé. Je vous ai offert un choix. Signez pour ce qui m'appartient de droit ou faites face aux conséquences de vos actes. C'est vraiment très simple. Jordan a regardé sa montre. L'avocat attend. Athéna, nous devrions y aller. Laissons-les réfléchir à leurs options pendant la nuit. J'ai regardé ma famille une dernière fois. Ma mère pleurait maintenant, des larmes prudentes qui ne gâchaient pas son maquillage. Mon père avait l'air furieux mais piégé. Cassandra semblait juste abasourdie, sa parfaite fête de remise de diplôme transformée en spectacle public. Félicitations pour ton diplôme, Cassandra, dis-je. J'espère que c'était tout ce dont tu rêvais.
Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie, Jordan à mes côtés, laissant ma famille au milieu de leurs invités horrifiés. L'avocat, Marcus, attendait dans le hall comme promis. Il avait la quarantaine, le regard vif et professionnel. Jordan avait travaillé avec lui sur plusieurs contrats commerciaux et lui faisait entièrement confiance. Athéna me salua Marcus avec une poignée de main ferme. Jordan m'a mis au courant des grandes lignes. C'est une sacrée situation. C'est une façon de le dire, dis-je, encore tremblante de la confrontation. Nous nous sommes déplacés dans un coin tranquille du hall où Marcus a sorti un bloc-notes et a commencé à prendre des notes. Je lui ai tout raconté, le reniement il y a 5 ans, les mensonges que ma famille avait répandus, la conversation téléphonique surprise sur le fonds en fiducie, l'enregistrement que j'avais fait. Avez-vous des documents concernant le fonds en fiducie, demanda Marcus. J'ai des copies des documents originaux que l'avocat de ma grand-mère m'a envoyés il y a des années, dis-je. Je n'ai jamais touché à l'argent parce que je voulais prouver que je pouvais y arriver seul, mais j'ai gardé tous les papiers. Marcus hocha la tête avec approbation. Bien. Ça aidera. Et vous avez cet enregistrement. Je le lui ai fait écouter. La voix de Cassandra était claire, discutant avec ma mère de la manière dont elle prévoyait de prétendre que j'avais renoncé au fonds en fiducie en raison de mon abandon d'études et de la perte de contact avec la famille. Marcus écoutait attentivement, prenant des notes. Quand ce fut terminé, il leva les yeux. C'est une excellente preuve d'intention de frauder. Combiné à leurs mensonges publics de ce soir et aux témoignages sur la façon dont ils vous ont traité, nous avons un dossier solide. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demandai-je. Maintenant, nous agissons rapidement, dit Marcus. Demain matin, j'enverrai une lettre formelle à vos parents demandant une réunion. Je décrirai ce que nous savons et ce que nous sommes prêts à faire s'ils ne coopèrent pas. Étant donné que leur réputation est clairement importante pour eux, et que plusieurs personnes respectées ont été témoins de la confrontation de ce soir, je crois qu'ils accepteront nos conditions. Et le fonds en fiducie ? D'après ce que vous m'avez dit, le testament de votre grand-mère ne contenait aucune condition concernant l'éducation ou le contact avec la famille. L'argent est à vous, que vous ayez obtenu votre diplôme universitaire ou que vous soyez resté en contact avec vos parents. Toute tentative de prétendre le contraire est une fraude. Ils le savent, c'est pourquoi ils prévoyaient de le faire discrètement plutôt que par les voies légales appropriées. Un soulagement m'envahit. Donc je peux vraiment avoir l'argent ? Vous pouvez et vous l'aurez, confirma Marcus. Mais Athéna, je dois vous demander, que voulez-vous au-delà de l'argent ? Voulez-vous porter plainte au pénal pour la tentative de fraude ? Voulez-vous poursuivre pour dommages moraux ? Voulez-vous rendre public leur traitement envers vous ? J'ai réfléchi attentivement. Une partie de moi voulait réduire leur vie en cendres comme ils avaient essayé de le faire avec la mienne, mais une autre partie de moi voulait juste être complètement libre d'eux. Je veux mon argent, dis-je finalement. Je veux qu'ils signent des documents légaux stipulant qu'ils n'ont aucun droit dessus et qu'ils ne me contacteront plus jamais. Et je veux qu'ils arrêtent de mentir à mon sujet. Ils n'ont plus le droit d'utiliser mon succès pour se donner une bonne image. Marcus hocha la tête. C'est raisonnable et réalisable. Je rédigerai les documents ce soir et ils seront prêts pour la réunion de demain. Jordan posa sa main sur mon épaule. Tu as bien fait, là-dedans. Je sais que ça n'a pas dû être facile. C'était terrifiant, ai-je admis, mais aussi nécessaire. Je les fuyais depuis 5 ans. Ce soir, j'ai enfin arrêté de fuir. Nous avons passé encore 30 minutes avec Marcus à passer en revue les détails et la stratégie. Quand nous avons terminé, il était près de 22 heures. La fête devait probablement se terminer maintenant. Je me demandais ce que ma famille racontait à leurs invités restants. Comme s'ils lisaient dans mes pensées, le téléphone de Jordan a vibré. Il a regardé l'écran et me l'a montré. C'était un texto du professeur Howard. Je voulais juste que tu saches que plusieurs personnes sont venues me voir après ton départ pour me poser des questions sur ton agence. Je leur ai donné tes coordonnées. Je pense que cette soirée pourrait finir par être bonne pour les affaires. Ironiquement. J'ai dû en rire. La tentative de ma famille de maintenir leur image parfaite s'était retournée contre eux de façon spectaculaire. Non seulement j'avais exposé leurs mensonges, mais j'avais aussi potentiellement gagné de nouveaux clients dans le processus. Allez, dit Jordan. Je te ramène à la maison. Tu as eu assez de drame pour une nuit. Il m'a ramené à mon appartement, inconfortable 2 pièces dans un beau quartier que j'avais travaillé si dur pour me payer.
En déverrouillant la porte et en entrant, l'espace familier m'a semblé être un sanctuaire. Merci d'être venu ce soir, dis-je à Jordan. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. C'est à ça que servent les partenaires, dit-il avec un sourire. De plus, je n'aurais manqué pour rien au monde de te voir démolir ta terrible famille. C'était épique. Après le départ de Jordan, je me suis changé en vêtements confortables et je me suis préparé une tasse de thé. Je me suis assise sur mon canapé, regardant la vie que j'avais construite. Chaque meuble, chaque décoration, chaque confort avait été gagné par mon propre travail acharné. Ma famille ne m'avait rien donné, et je ne leur devais rien. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Un instant, j'ai cru que c'était l'un de mes parents, mais en l'ouvrant, j'ai vu que c'était du docteur Grégory. Après les révélations de ce soir, je veux que vous sachiez que mon offre pour le projet de la faculté de médecine tient toujours. En fait, je suis plus impressionné que jamais par ce que vous avez accompli. Prévoyons cette réunion pour la semaine prochaine. Vous avez mérité cette opportunité. J'ai souri et j'ai tapé une réponse confirmant ma disponibilité. La réunion avec mes parents et leur avocat a eu lieu 3 jours plus tard dans le bureau de Marcus. Je me suis assise à côté de Marcus d'un côté de la table de conférence. Mes parents, Cassandra et leur avocat étaient assis de l'autre côté. La tension dans la pièce était palpable. Leur avocat, un homme plus âgé nommé Donald, a tenté de prendre immédiatement le contrôle de la réunion. Mes clients sont disposés à discuter d'un accord concernant le fonds en fiducie, mais ils veulent des assurances que cette affaire restera privée. Marcus n'a même pas scié. Vos clients ont tenté de frauder ma cliente pour de l'argent qui lui appartient légalement. Ils n'ont aucun levier ici. Nous ne négocions pas. Nous les informons de ce qui va se passer. Il a fait glisser des copies de documents sur la table. Voici les conditions. Premièrement, vous fournirez un accès complet au fonds en fiducie établi par la grand-mère d'Athéna. Deuxièmement, vous signerez un document légal stipulant que vous n'avez aucun droit sur cet argent, ni maintenant ni jamais. Troisièmement, vous cesserez tout contact avec Athéna à moins qu'elle ne l'initie. Quatrièmement, vous cesserez immédiatement d'utiliser son nom, son succès ou toute référence à elle dans vos cercles sociaux ou professionnels. Mon père a commencé à parler, mais Marcus a levé la main. Je n'ai pas fini. Si vous ne respectez pas l'une de ces conditions, nous engagerons des poursuites pénales pour fraude. Nous fournirons également des copies de l'enregistrement et des déclarations de témoins de la fête de remise de diplôme à vos collègues, amis et associés. Le choix vous appartient. Donald a regardé les documents, puis mes parents. Ma mère pleurait à nouveau. De vraies larmes cette fois. Mon père avait l'air vaincu. Cassandra fixait la table, refusant de croiser mon regard. C'est de l'extorsion, dit faiblement Donald. Non, corrigea Marcus. C'est la justice. Vos clients peuvent signer ces papiers et continuer leur vie, sans l'argent qu'ils ont essayé de voler et la fille qu'ils ont essayé d'exploiter, ou ils peuvent refuser, et nous nous assurons que tout le monde sache exactement ce qu'ils ont fait. Leur réputation sera détruite, et ils perdront quand même le procès pour le fonds en fiducie. De cette façon, au moins, ils peuvent conserver une certaine dignité. Il y eut un long silence. Finalement, mon père a parlé. Combien y a-t-il dans le fonds en fiducie? Cela ne vous regarde plus, dit Marcus. Mais pour information, c'est assez pour qu'Athéna soit très à l'aise. Plus qu'à l'aise, en fait. Ma mère m'a regardé alors, m'a vraiment regardé. Comment peux-tu faire ça à ta propre famille? J'ai soutenu son regard sans ciller. Vous avez cessé d'être ma famille il y a 5 ans quand vous m'avez mise à la porte. Je m'assure juste que vous ne puissiez plus me faire de mal. Nous avons fait des erreurs, dit-elle désespérément. Mais nous sommes toujours tes parents. Est-ce que ça ne veut rien dire? Ça voulait dire quelque chose avant, dis-je doucement. Ça voulait tout dire. Mais vous m'avez appris que l'amour est conditionnel, que je ne vaux la peine d'être aimé que si je réponds à vos critères, que ma douleur et mes luttes n'ont pas d'importance si elles sont gênantes pour vous. Vous m'avez très bien appris ces leçons. Cassandra a finalement parlé, sa voix faible. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû dire ces choses au téléphone. Tu n'es pas désolé de les avoir dites, ai-je corrigé. Tu es désolé que je les ai entendues et enregistrées. Il y a une différence. Marcus a tapoté les documents. Nous avons besoin d'une réponse. Signée, ou nous procédons à la divulgation publique et aux poursuites judiciaires.
Donald a chuchoté quelque chose à mes parents. Ils ont eu une brève discussion animée à voix basse. Finalement, mon père a pris le stylo. Ce n'est pas fini, dit-il en signant. Si, ça l'est, ai-je répondu. C'est exactement aussi fini que ça peut l'être. Un par un, ils ont signé les documents. Ma mère, mon père, même Cassandra, qui avait été désignée comme bénéficiaire secondaire dans certains des papiers originaux. Chaque signature était comme un poids qui se levait de mes épaules. Quand ce fut fait, Marcus a rassemblé les papiers signés et en a fait des copies pour tout le monde. Vous recevrez une notification lorsque le transfert du fonds en fiducie sera terminé. Je m'attends à ce que cela se produise dans la semaine. Mes parents se sont levés pour partir. Ma mère s'est arrêtée à la porte, me regardant une dernière fois. J'espère que tu seras heureuse, dit-elle. Et pendant un instant, elle a presque semblé sincère. Je le suis déjà, dis-je. Je le suis depuis un certain temps. J'ai juste dû apprendre à le trouver sans vous. Ils sont partis, et je suis restée assise là, dans le silence soudain de la salle de conférence. Marcus m'a souri. Comment vous sentez-vous? Libre, dis-je simplement. Pour la première fois de ma vie, je me sens complètement libre. Le transfert du fonds en fiducie a été effectué 5 jours plus tard. Le montant était substantiel, plus que ce à quoi je m'attendais. Ma grand-mère avait investi judicieusement, et le fonds avait considérablement augmenté au fil des ans. Combiné avec les revenus de mon entreprise, j'étais maintenant véritablement riche. Mais l'argent n'était pas ce qui comptait le plus. Ce qui comptait, c'est que j'avais affronté les personnes qui m'avaient fait du mal et que j'avais refusé de les laisser contrôler mon récit plus longtemps. J'avais exposé leurs mensonges, protégé mes intérêts et les avais définitivement exclus de ma vie. Le contrat de la faculté de médecine est arrivé la semaine suivante. Le docteur Grégory a tenu à me dire que le projet était à moi sur la base du mérite, pas de la pitié ou du drame. Le travail de mon agence parlait de lui-même. Mes parents n'ont jamais retrouvé leur réputation dans leur cercle social. La nouvelle de ce qui s'était passé à la fête de remise de diplôme de Cassandra s'est répandue rapidement. Leurs amis ont pris leur distance, ne voulant pas s'associer à des gens qui avaient traité leur propre fille avec une telle cruauté. L'entreprise de mon père a souffert car des partenaires ont discrètement mis fin à leur relation avec lui. Ma mère s'est retirée de ses clubs sociaux, incapable d'affronter le jugement. Cassandra a terminé ses études de médecine mais a eu du mal à trouver un bon poste d'interne. Les enregistrements et les témoignages avaient circulé dans la communauté médicale, et son éthique était remise en question. Elle a fini par déménager dans un autre état, essayant de repartir à zéro là où personne ne connaissait son histoire. Ils avaient bâti leur vie sur les apparences et la réputation, et quand celles-ci se sont effondrées, il ne leur restait plus rien sur quoi s'appuyer. Quant à moi, 6 mois plus tard, je me tenais dans mon bureau agrandi, regardant mon équipe travailler sur des projets qui auraient semblé impossibles un an plus tôt. Le succès me semblait réel maintenant, mérité et inébranlable. J'avais appris qu'on n'a pas besoin de l'approbation de sa famille pour construire une vie pleine de sens. Parfois, la famille que l'on mérite est celle que l'on se crée. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, mais simplement de devenir si brillante, si heureuse, si libre que leurs opinions n'ont plus d'importance. Je leur avais tourné le dos à cette fête de remise de diplôme, et je n'avais jamais regardé en arrière. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment gagné.